Bonjour et bienvenue. Bien, écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire. Ce webinaire intitulé Paysage, un autre regard est-il possible? Alors, je m'appelle Cédric Hardy, je suis délégué général de la Fédération Arts Vivants et Départements. Cette fédération est cofondatrice du LUCA, qui, du coup, en déployant l'acronyme, signifie Laboratoire d'usage, culture, art, société. C'est un labo qui a été cofondé par la fédération avec Villes Innovation à Marseille et le Bureau des possibles à Lyon. Les innovations plutôt structure dans la recherche scientifique, on va dire, et le Bureau des possibles plutôt dans l'intelligence collective du côté de Lyon. Donc, on a fondé le LUCA. Le Luca, en fait, est une démarche expérimentale au démarrage. On a été sollicité en premier lieu par notre partenaire, ici représenté d'ailleurs, je l'ai vu, par Laurence Martin, que je salue, au ministère de la Culture, pour aller voir ce qui se jouait, notamment suite à la loi NOTRe, dans la relation entre les départements et les intercos sur la question des politiques culturelles. On a du coup saisi cette proposition. On a proposé un projet de recherche-action et aussi l'expérimentation d'un Living Lab, d'un laboratoire d'innovation sur les politiques publiques des départements. Et du coup, on a déployé ce projet expérimental qui a reçu le soutien au fur et à mesure de l'ADF, de la DCF et de la NCT, représenté ici par Eric Bria, que je salue également, ce qui nous a permis d'impliquer un peu plus d'une dizaine de territoires, des départements, des intercos, et d'apprendre énormément de choses en termes de préconisation qu'on a rendu dans un rapport en avril 2021. Le rapport, c'est celui que vous voyez en bas à droite de l'écran. Il s'intitule de la coopération culturelle, pardon, à la culture de la coopération, il est toujours accessible. Et à partir de ce rapport, en fait, on a proposé aux collectivités volontaires de les accompagner pour expérimenter des politiques culturelles plus coopératives, plus ascendantes, dans l'idée finalement d'associer les acteurs et les habitants des territoires dans le diagnostic et la coproduction de ces politiques publiques. Par ailleurs, on a une mission qu'on qualifie d'intérêt général, puisque au contact de ces terrains, nous documentons, nous produisons ce que nous appelons des communs, autrement dit des ressources. On embarque des universitaires sur l'ensemble de ces terrains pour faire en sorte que ce que nous faisons avec chacun de ces territoires puisse essaimer et servir à d'autres et faire communauté. Voilà, pour le dire simplement et rapidement. Et on reçoit pour cette mission d'intérêt général le soutien du ministère, bien sûr, et de la NCT. Alors pourquoi ce webinaire? On est sur un webinaire qui finalement émerge dans le cadre d'un accompagnement en cours, de deux accompagnements en cours, plutôt devrais-je dire, avec Loire-Forêt Agglomération, ici représenté par Catherine Angénieux, à qui je vais donner la parole ensuite, et notre accompagnement avec la communauté de communes du Bugey Sud, située dans l'Ain. Donc Loire-Forêt dans la Loire, et Catherine nous en parlera, et le Bugey Sud dans l'Ain, Émilie nous en parlera suite à mon intervention. On est sur la structuration d'un projet culturel de territoire. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on va regarder la thématique de ce jour pour le webinaire. Ce webinaire, il a aussi une dimension nationale, alors en priorité locale, puisqu'il parle aux acteurs des territoires impliqués dans cette démarche d'accompagnement. Il s'adresse aussi aux autres acteurs des territoires impliqués dans des démarches comparables avec le LUCA à l'échelle nationale. Il s'adresse également et aussi aux adhérents de la fédération et à ses partenaires. Donc, on est sur un webinaire qui est là pour partager les pratiques et surtout inspirer potentiellement d'autres façons de faire de façon interterritoriale. Notre sujet, c'est de favoriser l'interconnaissance, donc n'hésitez pas à échanger vos contacts dans le chat si vous le souhaitez. Je vais laisser du coup la parole à Catherine Ingénieux, directrice du réseau culturel Loire-Forêt Agglomération. Catherine, pourrais-tu nous indiquer dans quelle mesure cette thématique du lien entre art et environnement, culture, nature est une thématique qui t'intéresse, qui vous intéresse dans le Forêt pour la structuration du PCT? Bonjour à tous. Alors oui, en quelques mots, simplement, je vais me permettre de décrire un peu les paysages de Loire-Forêt Agglomération qui sont extrêmement variés. On est donc dans le département de la Loire, 112 000 habitants, 87 communes, donc un territoire extrêmement étendu qui se déploie entre Saint-Étienne Métropole, on va dire, et la commune de Thiers, donc dans le Puy-de-Dôme. En termes de paysage, donc on a le fleuve Loire qui borde notre territoire, ensuite une plaine et puis les monts du Forêt. Pour la partie sommitale, on est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Donc, une grande diversité de paysages. On est aux portes d'entrée du Massif central et 6 de nos communes sont dans le périmètre du parc naturel régional Livradois-Forêt. Cette thématique-là, elle nous intéresse et elle est essentiellement mise au travail par le Pays d'art et d'histoire qu'on pilote
pour deux communautés de communes, Pays d'Art et d'Histoire, qui a écrit, rédigé une charte paysagère, alors qui est un document qui n'a jamais pu aboutir finalement à l'intégration dans les documents d'urbanisme. Malgré tout, ça existe, c'est là, la charte paysagère. Et puis, on se dirige vers la construction d'un centre d'interprétation à l'architecture et au patrimoine qui aura comme thématique des paysages et des hommes. Une ouverture prévue en 2025. Alors, le paysage, pourquoi l'intégrer au PCT? On se dit que le paysage, ce n'est pas seulement un décor, mais que ça fait partie aussi intégrante des pratiques culturelles, que l'homme façonne le paysage, mais il est probablement aussi façonné par les paysages qu'il traverse. Nous, chez nous, on est sur une tradition de pastoralisme, par exemple, donc des pratiques culturelles associées. On voit que la plaine aussi eh bien, influence l'habitat qu'on va proposer dans cette typologie-là, avec essentiellement des pavillons. Et puis, bien évidemment, ça traverse aussi des thématiques comme la gastronomie, etc., qui, bien évidemment, est induite par les produits qu'on trouve et forcément les paysages. Donc, on voit que c'est pour nous un enjeu vraiment transsectoriel. Par le biais du paysage, on va pouvoir venir mettre au travail, en tous les cas, les liens entre culture, environnement, culture, habitat, culture, urbanisme. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité s'associer au budget pour programmer ce webinaire. Merci Catherine pour ces éléments de contexte. Du coup, je vais passer la parole à Émilie Romagou, du coup, sur la même question. Pourquoi cette thématique intéresserait du coup le budget Sud dans la structuration de son projet culturel de territoire, Émilie? Oui, merci, vous m'entendez bien? Parfaitement. Alors, avant de commencer, je me permets d'excuser ma responsable de service, Madame Charru, qui est en charge de ce dossier, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc voilà, je prends le relais pour vous présenter un petit peu le pourquoi de cette thématique sur le budget Sud. Nous, c'est vrai que ça a une importance dans le cadre du PCT, mais c'est aussi un sujet qui a une importance plus vaste, puisqu'au-delà du PCT, la communauté de communes budget Sud a porté aussi cette année son projet de territoire et puis a signé un schéma de conservation et de valorisation des patrimoines. Et dans ces différents schémas, il y a des grosses phases de diagnostic qui ont émergé. Et avec cette thématique paysagère qui est énormément ressortie, que ce soit au niveau des partenaires, mais aussi des habitants du territoire, qui soulignent vraiment l'importance de cette qualité paysagère dans leur cadre de vie. Donc, il y a une véritable importance pour nous de se concentrer sur cet équilibre paysager et puis la prise de conscience que quand on a une notion d'équilibre, il peut y avoir une notion de déséquilibre aussi qui peut arriver plus ou moins rapidement. Donc, chez nous, sur le budget Sud, on se situe vraiment dans le levé que va former le Rhône tout au sud du département de l'Ain, donc de ce V de Brigny-Cordon jusqu'au plateau de Retors à peu près, une communauté de communes qui regroupe 43 communes avec 6 unités paysagères distinctes. Voilà, donc nous, l'équilibre paysager, ça va vraiment reposer sur les grands éléments naturels, les grands éléments de paysage comme le Grand Colombier, par exemple, le Rhône, bien évidemment, mais aussi les espaces zones humides comme le Marais de la Vour, par exemple, avec en ponctuation des villages pittoresques qui sont quand même relativement bien conservés avec l'omniprésence un peu partout sur notre territoire du patrimoine vernaculaire qui a un rôle relativement important. Donc, au niveau de la qualité paysagère, on a quand même sur le budget Sud 8 espaces naturels sensibles, 2 réserves naturelles nationales. On a 2 sites classés et puis on a aussi au niveau architectural bon nombre d'édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Et tout ça forme un équilibre aujourd'hui qui est assez harmonieux. Et on a quand même cette conscience de ce déséquilibre qui peut arriver, avec un véritable enjeu dans les différents projets qui sont en cours, d'avoir cette sensibilisation auprès des habitants de Budget Sud, et puis aussi de pouvoir avoir ce cadre paysager, de l'utiliser aussi dans un rayonnement hors Budget Sud, en pensant évidemment aussi à l'offre touristique. Donc, c'était important pour nous de pouvoir avoir cette réflexion-là, sachant qu'on a vraiment envie de travailler sur des offres hybrides et d'essayer de sortir aussi de la médiation un petit peu classique, exposition ou visite guidée. Et voilà, du coup, ce lien entre l'artistique et les extérieurs et les paysages faisait vraiment pour nous sens. Et voilà, on a vraiment porté cette réflexion-là entre art et paysage, entre paysage, sport, sport, art, essayer d'un petit peu mélanger les choses
et voir un petit peu, essayer de décloisonner autour de ces thématiques. Merci Émilie. J'en profite pour saluer Annie Cluzel, élue à la culture de la ville de Belay, également partenaire de cette démarche sur la structuration du PCT. Et sans plus attendre, on enchaîne sur pas le déroulé de la matinée, petite coquille dans le diapo, mais du début d'après-midi, avec ce webinaire intitulé Paysages, un autre regard est-il possible? On accueille du coup deux personnes qu'on remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Donc Éléonore Jacquio-Chamskia, vous êtes chargée de production artistique et vous êtes en responsabilité sur la sensibilisation au territoire au parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Et Nicolas Clé, vous êtes chargé de mission tourisme et coordinateur du Géoparc UNESCO, accueil des publics, maison du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Ça fait beaucoup d'empilement de fonctions. Et du coup, pardonnez-moi pour tout ça. Juste un petit mot avant de vous donner la parole. Donc, on termine ce mot d'accueil. On va enchaîner rapidement sur une présentation. Tout d'abord, du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. On a fait cette demande à Éléonore parce qu'il nous semblait important de redire ce qu'était un PNR avant de faire un focus spécifique sur le projet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le partage des eaux. Une discussion qui va durer, plutôt une intervention qui va plutôt durer une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos réactions, questions dans le chat. On les répondra dans le temps d'échange qui va durer également une vingtaine de minutes et on fera ensuite un focus sur la dimension participative de ce projet partage des eaux et des liens que le PNR a su tisser avec l'ensemble des acteurs de son territoire et également les habitants. Voilà. Donc, écoutez, Éléonore, Nicolas, c'est à vous. Bonjour déjà, merci pour l'invitation. Et donc, je ne me trompe pas, je lance le PowerPoint. C'est bon, vous voyez bien? Il occupe tout votre espace? C'est parfait, il faudrait me mettre en lecture et ce sera encore mieux. Ok. Pardon, là on avait pourtant fait décalage. Qu'est-ce que ça veut dire me mettre en lecture? Non, sinon regardez, tout en bas à droite, vous avez la barre avec moins et plus 80%. Et juste avant cette barre, juste à gauche de cette barre, appuyez sur le bouton. Non, avant, après, pardon. Non, mode lecture. Voilà, bah, c'est parfait. C'est bon? Voilà, parfait. Oui. Merci. Donc voilà, donc moi je suis en charge, comme le disait Cédric, de ce parcours artistique, le partage des eaux, qui a ouvert au public en 2017 et qui s'inscrit sur un territoire particulier, celui du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec mon collègue donc Nicolas Clé, parce que c'est un projet qui est vraiment un projet transversal pour le parc, avec de nombreux autres chargés de mission qui sont voilà, impliqués sur le projet à divers niveaux, mais une entrée tourisme et rapport au territoire, on va dire, prégnante. Et donc, c'est pour ça que c'est Nicolas qui va introduire, on va dire, le sujet sur finalement, c'est quoi ce parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Donc, j'ai cru comprendre qu'à la fois sur la communauté d'agglomération de Loire, vous aviez quelques communes sur le parc naturel régional du Livre-la-Forez. Il me semble, si ma géographie de l'Ain n'est pas trop mauvaise, que vous n'êtes pas trop éloigné du parc naturel régional du Haut-Jura, même si je ne pense pas que vous ayez des communes qui soient adhérentes. Donc, vous êtes peut-être à peu près vaguement familier avec le concept des parcs naturels régionaux. Aujourd'hui, il y en a 58 en France, donc c'est une démarche qui commence à mailler vraiment le territoire national. C'est une démarche qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années et qui, au départ, visait vraiment à trouver un équilibre dans les territoires ruraux entre des opérations de développement économique et de préservation de la nature dans le contexte de l'exode rural qui était encore très, très important à l'époque. Donc, la plupart des parcs naturels régionaux, les premiers, ont été vraiment créés dans cet objectif de redynamiser des territoires tout en veillant à leur équilibre. Il y a quelques particularités pour les parcs naturels régionaux. La première, c'est donc qu'on est un syndicat mixte qui est composé d'un certain nombre de membres. Chez nous, alors les situations peuvent être un peu différentes dans les parcs naturels régionaux. À minima, on a toujours toutes les communes du territoire adhérentes, et en sachant que les communes n'ont pas l'obligation d'adhérer. C'est leur choix. C'est pour ça que vous voyez parfois sur certaines cartes des trous, comme chez nous. C'est-à-dire que les communes, c'est un choix volontaire d'adhérer au parc des Monts d'Ardèche. Et on verra d'ailleurs que notre projet de partage des eaux a eu des incidences directes sur notre périmètre. Parmi les membres du comité syndical, nous avons toutes les communes du territoire, nous avons le département,
les départements en l'occurrence, puisque c'est un parc ici bidépartemental, et la région. Et enfin, notre particularité au parc des Monts d'Ardèche, c'est qu'on a un travail qui est très étroit et qui est même statutaire avec les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui sont, depuis la révision de la charte, si elles le décident, aussi membres du syndicat mixte. Et donc, on a aussi sur notre territoire quasiment toutes les communautés de communes et communautés d'agglomération qui adhèrent au syndicat mixte, donc qui contribuent à la fois au budget et aux différentes opérations. Vous évoquiez vos tailles respectives. On est un territoire extrêmement grand. On est un des plus grands parcs naturels régionaux de France, puisque le territoire fait un peu plus de 2200 km², ce qui est très important. Et on a donc 152 communes et 2 villes-portes. Donc un territoire qui est très, très grand, qui implique qu'on fasse des choix assez forts, à la fois sur les volets paysagers, sur les volets de développement économique et sur les volets de développement touristique, parce qu'on a des situations qui sont très diverses en fonction de nos lieux dans le territoire. Pour vous faire très simple, je ne sais pas quelle est votre connaissance précise de l'Ardèche, peut-être que vous y êtes déjà venu en vacances, j'espère. On n'est pas du tout le territoire le plus connu de l'Ardèche, qui est les gorges de l'Ardèche, qui sont sur la partie en bas à droite, donc le long de la vallée du Rhône, et qui est le territoire le plus touristique. Le parc des Monts d'Ardèche, c'est vraiment l'arrière-pays de l'Ardèche, avec un territoire essentiellement composé de pentes et une partie montagne, vraiment sur le massif central, avec une ambiance paysagère très, très montagneuse. Donc entre 150 mètres d'altitude et 1753 mètres pour le sommet du parc, qui est le massif du Mézin. Donc on est sur un territoire qui a une notoriété qui est moins connue globalement que celle de l'Ardèche, très orientée sur les gorges. Et donc l'un de nos enjeux territoriaux principaux, c'est justement d'essayer d'équilibrer au maximum les flux depuis le sud d'Ardèche pour irriguer la montagne. C'est notre stratégie touristique principale. D'autant plus que ce territoire de la montagne, contrairement à la partie plus méridionale de l'Ardèche, est encore en phase de déclin de population, ce qui est une situation un peu particulière chez nous et qui contraste avec le reste de l'Ardèche. La particularité des parcs naturels régionaux, c'est que nous n'avons pas de compétences définies par la loi comme les communautés de communes ou les communes, les départements, les régions. On est une structure de mission. On a 5 grandes missions qui sont définies par la loi, qui sont communes à tous les parcs naturels régionaux, qui tournent autour du développement, de la protection des patrimoines naturels et culturels, de l'accueil des publics, c'est une obligation législative aussi, et de l'éducation et de l'expérimentation. Et donc, la particularité des parcs, c'est que vous voyez bien qu'à travers ces grandes missions, ces 5 grandes missions, sont tellement vastes qu'en réalité, le projet des territoires de chaque parc peut être très très différent, tant les missions données par la loi peuvent être variables. Voilà pour poser un petit peu ce qu'est le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Enfin, si je devais terminer par une dernière caractéristique très forte, c'est qu'on est vraiment sur un territoire qui, dès le départ, a été dans une logique bottom-up. C'est-à-dire que les initiateurs du parc naturel régional des Monts d'Ardèche en 2001, c'était les castanéculteurs, donc les producteurs de châtaignes. Donc, c'est un territoire de parc dont la première vocation était à la fois de valoriser un patrimoine paysager emblématique, celui de la châtaigneraie, et un objectif de développement économique pour essayer de sauver une filière qui était à l'époque vraiment en difficulté. Donc, avant de passer à une petite vidéo qu'on va vous présenter, juste vous voyez sur la carte là, qui est présentée, donc c'est le territoire de l'Ardèche, la grande forme blanche, au-dessus donc la carte du parc, du territoire du parc des Monts d'Ardèche, et vous voyez 2 grandes lignes qui bordent, on va dire qui suivent tout le versant ouest du parc. Donc on est là sur ce qu'on appelle le plateau ardéchois, la montagne ardéchoise, qui est, on va dire, guidée par la ligne bleue, qui est cette ligne de partage des eaux qui sépare donc les bassins versants Atlantique et Méditerranée, avec la source de la Loire sur le côté atlantique, bien sûr le Rhône un peu plus bas dans la vallée, et le long, la deuxième ligne qui suit cette ligne bleue, c'est une ligne rouge, et c'est le GR7. C'est très important parce que ce sont ces 2 lignes qui ont guidé finalement et inspiré le parcours artistique du partage des eaux. Donc, on fait un focus sur la zone plateau,
ce qu'on appelle aussi la montagne ardéchoise, donc entre 1300 et 1753 mètres d'altitude. Le long de cette ligne de partage des eaux, avant la création du parcours artistique, il y avait ces grands panneaux d'information assez énigmatiques. Et pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, en fait, on va vous proposer de regarder donc, le petit film teaser qui a été réalisé en 2017, donc au moment de l'inauguration de la partie, on va dire, principale du parcours. Depuis, il y a eu plein de choses qui se sont faites et voilà, quand vous avez fini de regarder ce petit film, on revient ensemble. Très bien, le lien a été posté par ma collègue Louise Robert dans le conversateur. On vous invite à cliquer dessus et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Bien, si tout le monde est synchronisé comme moi sur la lecture de la vidéo, je pense qu'on a à peu près tous regardé ce beau petit teaser, très bien monté, qui donne envie de venir chez vous pour le coup. Écoutez, Léonore, on vous laisse poursuivre si vous voulez bien pour nous parler un peu plus de ce projet. Très bien. Donc voilà, ça met un peu dans l'ambiance et surtout, on voit tout de suite que finalement, l'objectif de ce projet, il est à la fois d'avoir un regard d'artiste, des créations, donc tout ce qui va avec l'art et la culture et voilà, de l'esthétique, des envies, des interrogations, mais que derrière, la partie paysage, la partie territoire fait vraiment partie prenante et du projet et finalement de la demande qui a été faite aux artistes. Donc juste pour rappel, cette fameuse ligne de partage des eaux, la particularité, donc, c'est qu'elle sépare, on va dire, qu'elle traverse le territoire, je vous l'ai dit, le long de la montagne ardéchoise et qu'elle va donc créer des reliefs et donc des paysages extrêmement différents sur les deux versants. On voit ici le petit schéma qu'on utilise souvent d'ailleurs dans les projets pédagogiques qui traverse le mont Gerbier de Jonc, qui est un peu l'endroit le plus connu d'Ardèche et donc dont
les paysages, on va dire, qui l'entourent sont extrêmement différents. Donc ça, c'est un aspect qui est aussi très important pour le partage des eaux. C'est vraiment cette question du paysage en vrai, en image. Ça donne ça sur une partie du parcours. Voilà, on est le long, je vous le disais, du GR7 et on a de ce côté-ci les paysages méditerranéens, de l'autre les paysages atlantiques et une compréhension en fait directe par les randonneurs de ce que ça signifie. L'origine de ce projet de partage des eaux, donc je disais ouverture au public en 2017, une mise en œuvre effective qui a été lancée en 2015 et évidemment toute une série d'échanges, de discussions, de prises de décision, de confortation du plan financier, etc. en 2013-2014. Ce que disait Nicolas plantait le décor avec un peu la situation du parc naturel régional. C'est vrai que le lieu, on va dire, qui est maintenant le plus connu en Ardèche, enfin un des plus connus, c'est la grotte Chauvet, qui malheureusement est hors de notre territoire. Et en fait, le partage des eaux, tout comme le projet en fait de labellisation par l'UNESCO, donc du patrimoine géologique exceptionnel du parc des Monts d'Ardèche, ça vient aussi d'un état des lieux, on va dire d'un diagnostic de cette découverte de la grotte Chauvet, la création de la caverne Chauvet, donc de l'espace de restitution, l'arrivée prévue d'énormément de tourisme et de se dire comment on rééquilibre l'offre touristique aussi et culturelle sur le territoire et comment on essaye de faire circuler les visiteurs sur le territoire et en particulier de les faire aller jusqu'à la montagne ardéchoise qui, à vol d'oiseau, est toute proche et qui, en circulation, l'est déjà beaucoup moins, mais on est grosso modo à 1h30, 2 heures maximum en voiture. Donc, l'ADN, l'idée, c'était donc se dire quels sont les éléments, on va dire, que le parc peut mettre en valeur dans le cadre, dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, et ben, ce sont les paysages qui est l'ADN du parc. Donc, tout de suite, vous l'avez vu peut-être un peu dans le teaser, le choix qui a été fait par les élus du parc a été de se dire on va chercher un directeur artistique, on va imaginer un concept, on va créer un parcours artistique et il faut savoir à quel endroit sur le territoire on le situe, quel est le plus juste, quel est le plus intéressant par rapport à des objectifs qui ne sont pas que culturels mais qui sont aussi donc de développement, de tourisme, d'irrigation, de travail avec la population, etc. Et on veut quand même dans l'idée donc aussi du tourisme, on veut aller chercher des artistes qui ont une réputation internationale. Voilà. Donc il y avait un peu cet état donné qui a été fait. L'idée de travailler avec un directeur artistique, c'était aussi l'idée d'avoir une homogénéité sur le parcours et une vraie méthode de travail en fait sur le choix des artistes. Vous avez vu qu'on a des œuvres très différentes dans les matériaux, dans les localisations qui ont été choisies, mais il y a toujours cette idée du rapport au paysage, de la manière dont l'œuvre dialogue avec le paysage en harmonie plutôt qu'en contraste, donc avec 100 de kilomètres de parcours artistique donc le long de cette ligne de partage des eaux GR7 voilà, qui a été posée. Ici, on voit une œuvre de Gilles Clément. Voilà, cette idée d'intégration de l'œuvre dans le paysage était très importante. On voit ici, donc en dehors des grandes œuvres que vous avez vu aussi comme la présentation des mires. Ce qu'on appelle les mires, donc qui ont été créés, c'est un concept en fait qui a été créé par Gilles Clément. Donc Gilles Clément est un peu la figure, on va dire aussi tutélaire de ce parcours artistique. Le concept du partage des eaux a été posé donc par notre directeur artistique David Moinard. Cette idée que cette ligne, elle est à la fois très locale, elle explique ce que je disais, les reliefs, le paysage spécifique au Mont d'Ardèche, mais en même temps, évidemment, des lignes de partage des eaux, il y en a partout dans le monde. Donc il y a aussi cette inscription, on va dire, voilà, internationale. C'est un terme extrêmement poétique, ça fait parler l'imaginaire et en même temps, c'est quelque chose de très concret puisque la question de la ressource en eau est évidemment un des sujets les plus préoccupants qui nous concerne déjà et qui va nous concerner de plus en plus dans le futur. Donc, il y a un peu déjà tous ces sujets-là qui sont posés à travers ce projet. Vous voyez ici sur cette carte, en fait, donc c'est le parcours de la ligne de partage des eaux et vous pouvez voir sur les reliefs
le relief atlantique, Haute-Loire, et le relief Ardèche méditerranéen, déjà on voit très très bien la différence et les contrastes. Donc, en dehors de ces grandes œuvres qui sont grosso modo situées tous les 20 km à chaque fois dans les lieux patrimoniaux, soit patrimoniaux historiques, soit patrimoniaux naturels, qui ont été choisis aussi pour les revaloriser, certains étant très très peu connus, l'idée c'était de se dire qu'est-ce qui fait sens pour avoir un parcours artistique. Et c'est là que Gilles Clément a imaginé ce concept des mires que vous voyez donc ici, c'est-à-dire en fait une sorte de revisitation de la lecture de paysage, d'une certaine manière, dans un dispositif original et ludique, où finalement on vient à travers la fenêtre de visée pointer le paysage et comprendre ces différents paysages. Mais vous voyez aussi que sur le parcours, on a la possibilité depuis chaque site des mires, en fait, de regarder, de découvrir le reste du territoire. Donc il y a vraiment cette idée aussi de s'immerger de plus en plus dans le territoire et de donner envie en fait aux visiteurs d'aller voir une œuvre, mais pas que, de rester, de venir avant, de venir après et de découvrir d'une manière assez douce et lente le territoire. Je vous disais, la vidéo, elle a été faite en 2017. L'objectif, un des objectifs premiers du projet, c'était d'ouvrir un parcours totalement finalisé en 2017. Et puis, finalement, les retours des publics, des élus, tout un certain nombre de choses ont fait, et puis même du retard, on va dire, dans la réalisation d'une des œuvres, parce qu'on est en extérieur, il y a toujours plein de contraintes qui ne sont parfois pas forcément envisagées, ont fait qu'on a réalisé d'autres œuvres depuis 2017, en particulier celle-ci, donc en 2018, qui est tout au sud du projet, et puis on a eu la possibilité, la demande en fait d'une des communes du parcours de créer une nouvelle œuvre. Et vous voyez qu'à chaque fois, un des points communs sur ces œuvres, c'est vraiment de créer un nouveau point de vue sur le paysage, que ce soit le paysage donc naturel, les villages, le patrimoine, etc. Voilà, il y a toujours cette idée. L'œuvre se voit pour elle-même, mais elle est aussi un prétexte et un objectif, on va dire, de balade pour aller découvrir le reste du territoire. On est donc le long du GR16, c'est-à-dire que l'ensemble du parcours peut se faire à pied, en itinérance. Ça, c'est vraiment un des points sur lesquels aussi on travaille le plus ici au parc. Mais les œuvres sont aussi accessibles sur des petites boucles de randonnée, à pied depuis des parkings qui sont situés pour la plupart à 100 mètres, etc. Donc, il y a vraiment toute cette question aussi de la circulation, mais aussi de la consommation. C'est-à-dire que voilà, ce ne sont pas des œuvres qui sont, qui sont à découvrir. En tout cas, on ne va pas... promouvoir le fait de découvrir très rapidement l'ensemble du parcours. On est vraiment plutôt dans l'idée d'aller découvrir une ou deux œuvres sur un temps relativement lent, ou alors de faire toute l'itinérance sur une semaine. On s'était dit que ça serait bien de faire juste un tout petit focus sur les problématiques qui peuvent se poser, par exemple, sur une œuvre. Donc ici, on est sur un lieu, un patrimoine historique, et donc une ancienne façade du XVIIIe siècle d'une chartreuse. On est en abord d'un site naturel classé. Et donc le projet qu'a imaginé l'artiste Stéphane Tidé, c'était de venir remplir les béances, donc le signe en fait de la ruine et de la disparition de la communauté monacale qui était ici présente, avec donc de remplacer ces trous des fenêtres et de la porte par des grands miroirs qui viennent refléter le paysage, et qui fait qu'à n'importe quel moment de la saison, en fait, on voit quelque chose de différent. Ça paraît un projet assez simple. Il a été en fait relativement complexe, puisque tout simplement en dessous de cette prairie, on a plein d'anciens systèmes de caves utilisés par les moines, en particulier en hiver. Et puis surtout, on a une problématique, on est en bord de forêt, d'oiseaux, en fait, de la présence d'oiseaux, et en particulier de petits oiseaux. Et donc, le travail qui a été fait avec le service biodiversité au parc, ça a été vraiment de prendre en compte ça dans le projet artistique. Et l'artiste a intégré dans son imaginaire la pose, vous voyez, sur chacun des miroirs de bandes. On a travaillé avec la station ornithologique suisse, qui est vraiment spécialisée sur la question, et donc intégrer à chaque miroir des bandes donc extrêmement serrées, qui ne sont pas visibles depuis le point de vue en fait d'où les visiteurs découvrent l'œuvre, puisqu'on est sur une propriété en plus privée avec des vaches qui paissent en toute l'année, et qui par contre sont visibles par les oiseaux à proximité, donc pour éviter les collisions. Voilà, c'est le genre, on va dire, sur chaque
chaque œuvre est une aventure différente, mais on a des problématiques effectivement spécifiques à chaque projet. L'idée aussi, c'est évidemment que le parc a imaginé ce projet, mais s'est entouré d'un très grand nombre de partenaires, à la fois des partenaires évidemment financiers, mais aussi des partenaires locaux, des partenaires des communes, des communautés de communes, des syndicats actifs sur la montagne, afin effectivement que ce projet n'arrive pas, on va dire, tout fait, en particulier face aux habitants, et que tout le travail finalement de mise en œuvre, c'est-à-dire 2 ans pour la première partie, soit profité pour raconter en fait et intégrer, on va dire, les habitants à ce projet. Un des points un peu particuliers finalement aussi et spécifique à ce partage des eaux, c'était de se dire on ne peut remplacer la médiation humaine face à une œuvre d'art, même des œuvres qui ont été choisies pour être pour provoquer tout de suite des réactions, un imaginaire, une compréhension esthétique et intellectuelle de la part des visiteurs, même s'il y a des panneaux d'information, même s'il y a une quantité de documents qui sont produits et accessibles, on ne peut remplacer la médiation humaine. Or, nous, équipe du parc, on est situé à 1 heure de route de l'œuvre la plus proche. On n'a pas la capacité d'avoir des médiateurs sur place. Donc, vraiment, tout le travail qui a été fait a été de former, de sensibiliser d'une manière rayonnante, on va dire, en partant des habitants, des professionnels du tourisme, des hébergeurs, des restaurateurs, etc., au plus proche pour qu'ils deviennent ambassadeurs du projet, mais aussi de former des guides, ce qu'on appelle les passeurs du parcours artistique. D'ailleurs, une idée que l'on avait chippée à la réserve géologique de Haute-Provence et le musée Gassendi, qui ont aussi un parcours artistique. Voilà, l'idée de former des gens qui sont des accompagnateurs moyenne montagne, des éducateurs nature, des guides du patrimoine, etc., sur le mode du volontariat, bien sûr, de les former en fait au partage des eaux pour qu'ils puissent intégrer ceci à leur offre touristique. Je vais rajouter quelque chose? Non, ça question. Ah, très bien. Je reviendrai là-dessus peut-être plus tard si vous avez des questions. L'idée, c'est aussi, je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte aussi. Il ne s'agit pas effectivement seulement de faire des œuvres et de les poser, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Toute la grande question, c'est effectivement de promouvoir ce partage des eaux, de lui redonner une actualité à chaque fois. Et donc, en particulier, je vous disais, une des entrées principales pour nous, surtout à l'aune du tourisme, c'est la randonnée. Donc, avec la création d'une application mobile sur toutes les randonnées du parc des Monts d'Ardèche, donc pas que le partage des eaux, mais aussi avec l'idée que les gens peuvent utiliser le pas à pas et être vraiment guidés sur tout le trajet. Et puis, évidemment, des opérations de communication, de valorisation à travers l'agenda du parc qui est proposé tous les ans avec tout l'événementiel qui est sur l'ensemble du territoire, une carte spécifique au partage des eaux qui est distribuée, évidemment des sites internet, des guides de randonnée, un catalogue, et puis tout un travail avec des partenaires locaux, en particulier, par exemple, en 2017, quand on a ouvert le parcours, on a eu un mécénat de la part des autocaristes Ginoux qui ont installé donc, des grandes placards d'affiches sur tous les autobus. Voilà. Donc voilà, tout un travail, on va dire, régulier aussi, et un partenariat avec le Dauphiné Libéré sur un hors-série, on va dire, sur le partage des eaux. Pour avoir une idée en fait des retombées aussi de ce parcours, des envies du territoire, de la manière de le faire vivre au jour le jour, et voilà, de le dynamiser, on va dire, et de l'enrichir. On a installé au fur et à mesure, donc pas toujours auprès de toutes les œuvres, mais un peu au fur et à mesure des années, des éco-compteurs pour aussi pouvoir quantifier le passage des visiteurs. Et donc, on a une idée estimative, on va dire, sur ces dernières années, d'une moyenne d'entre 9 000 et 15 000 passages par œuvre, ce qui donne une estimation de 200 000 passages depuis juin 2018, ça a ouvert en juin 2017. Donc, oui, on a installé le dispositif au fur et à mesure.
Voilà, et ça, c'est un sujet, cette idée évidemment de la fréquentation, mais aussi de la reconnaissance de ce parcours qui, là, pour l'instant, est vraiment bien ancré maintenant au territoire des choix, de l'ouvrir au fur et à mesure, évidemment de plus en plus de l'ancrer sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au niveau national, avec le fait que, par exemple, le partage des eaux a été reconnu dans le programme de résonance et de la Biennale de Lyon et cette année de la Biennale de design de Saint-Étienne. Donc l'idée, c'est aussi d'aller toucher les bassins de population très importants urbains qui ne sont pas si lointains, on va dire pas si loin du parc. Et puis on reçoit pas mal de groupes, on va dire, de partenaires intéressés par le parcours qui, comme vous, finalement, se questionnent aussi sur les rapports entre art et environnement et sur des options aussi, peut-être des pistes à suivre sur leur développement. Et donc, on a en particulier reçu une des délégations du Val-de-Loire et puis de Messienne du Sud qui est signée entre Montpellier et Marseille. Et le sujet, qui nous intéresse en ce moment, donc le partage des eaux fait cette année, c'est 5 ans. C'est aussi justement dans le cadre de cette valorisation et du parcours, qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant, comment on agit pour faire mieux connaître, pour améliorer aussi le parcours et sa reconnaissance. C'est une coopération dans le cadre du Fonds européen Leader avec justement le Géoparc UNESCO Hauts-de-Provence, avec cette idée que nos deux territoires ont comme point commun d'avoir ce patrimoine géologique exceptionnel, des parcours d'art contemporain très ambitieux, et donc comment on valorise ensemble, comment on fait mieux connaître. Voilà, donc un certain nombre d'opérations qui se mettent en place cette année et la prochaine. Voilà pour cette première partie, pour poser, on va dire, un peu brosser le tableau des objectifs et des enjeux du partage des eaux sur le territoire. Merci beaucoup, Éléonore. Merci beaucoup, Nicolas. Du coup, on va vous laisser reprendre votre souffle un petit peu. Merci pour la clarté de cette présentation. On a 3 questions qui sont montées dans le chat. Alors, peut-être qu'il y en a une qu'on va plutôt traiter dans la seconde partie du coup, de ce webinaire. Alors, du coup, ça a bougé mon écran. Une question d'Isabelle Pachot, qui est à l'Action culturelle donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet comportait-il un volet participatif pour la création des œuvres ? Un lien a-t-il été fait avec les politiques développées en matière d'éducation artistique et culturelle sur certaines communautés de communes? Ça, c'est la première question. Peut-être qu'on peut y répondre un peu maintenant, puis peut-être que vous déploierez un peu plus après en seconde partie, vous voyez. La seconde question, c'est posée, alors je n'ai pas le nom de la personne, Loire-Forêt, Fibois, je pense que c'est la filière bois. C'est Élodie Thévenet, effectivement directrice de Fibois, la filière bois. On vous voit. Très bien, Élodie. Alors, est-ce que le travail de réflexion mené avec les acteurs et services en lien avec l'environnement naturel, exemple service biodiversité pour la co-conception ou la conception des miroirs, est mis en avant auprès du public sur la question, par exemple, de la sensibilisation à des sujets faune, flore locaux? Une troisième question, je les lis et puis vous prenez peu à peu dans l'ordre du coup. Quels sont les outils que vous avez utilisés afin d'informer, sensibiliser, faire participer les habitants? Et la dernière, le parcours a-t-il eu, alors cette question qu'on vient de lire, là je pense qu'elle sera traitée effectivement en deuxième partie, le parcours a-t-il eu des effets leviers sur les compétences des EPCI en matière d'environnement, en matière de mobilité, qui composent le parc naturel régional? Ok. Donc, merci déjà pour ces questions. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de tout ce qui concerne, on va dire, la sensibilisation et l'appropriation. On a un deuxième document à vous présenter sur lequel je pense sur lequel on va vous donner des exemples concrets. Pour revenir quand même sur la question sur l'œuvre collective, l'œuvre participative. C'était effectivement, alors c'était pas forcément un fil rouge pour l'ensemble du projet, pour les invitations des artistes, mais par contre, c'était un des sujets qui devait être traité par un des projets d'œuvre, une des invitations qui a été faite en particulier dans un site géologique en plus qui était assez exceptionnel, et en fait le projet n'a pas pu aboutir. C'était une invitation qui avait été faite à un artiste russe qui s'appelle Nikolai Polisky,
qui nous a fourni une esquisse. Il y a eu plein de repérages sur le lieu, des concertations avec les habitants, etc. Et finalement, le projet qu'il devait faire, lui, c'est un artiste qui travaille toujours en participatif. Donc l'idée, c'était qu'ensuite, à la suite, on va dire, du dessin qu'il avait fait, la réalisation devait être faite avec les habitants. Et en fait, c'est un projet qui n'a pas pu aboutir parce qu'on n'a pas réussi à convaincre les usagers des prés aux alentours, on va dire les agriculteurs qui étaient là, que voilà, l'apport, la création et l'installation d'une œuvre à cet endroit n'allait pas perturber leur travail. Voilà, donc c'est un des projets qui n'a pas réussi. Sur les autres projets, on n'a pas forcément cette idée de participation dans la création de l'œuvre, n'a pas été abordée. Même, en fait, au contraire même, parce que l'idée c'était qu'au départ, à la conception, dans les phases de réflexion, on soit au maximum dans la consultation des habitants, des usagers des sites, etc., pour qu'on puisse être vraiment dans une phase d'inspiration de l'artiste pour l'outiller du mieux possible. Mais après, en réalité, dans le projet, on avait l'ambition que la fabrication même des œuvres puisse avoir un effet levier sur les entreprises du territoire, sur les savoir-faire, etc. Et en partant du principe que tout à la fois, on allait chercher des artistes de notoriété internationale qui étaient dans une phase un peu ambitieuse de conception, autant dans la fabrication même des œuvres, on voulait mobiliser des professionnels et que ça puisse avoir un impact très fort et très immédiat, à la fois sur les compétences de ces différents professionnels, et puis qu'il y a un retour sur investissement immédiatement pour les acteurs économiques du territoire. Donc je dirais que le parti pris de départ était de ne pas être dans le participatif parce qu'on voulait qu'on soit directement favoriser les entreprises du territoire. Sur le lien avec l'éducation artistique et culturelle, par exemple, le travail avec les scolaires et le lien avec la compétence, enfin, pas la compétence, mais en tout cas les intercos sur ce volet-là, ça existe Ça, je veux bien y revenir sur le deuxième document, je vais rentrer là-dessus, parce qu'effectivement, il y a un outil très intéressant que sont les conventions d'éducation artistique et culturelle, sur lesquelles on s'appuie énormément, effectivement, en particulier depuis 2 ans, pour mettre en place des projets. Juste, peut-être dire que par rapport à ces questions de filière aussi, artisanale, savoir-faire, ressources locales, etc. À la fois, nous n'avons pas demandé en fait aux artistes qui étaient invités pour créer des œuvres ni d'illustrer la thématique de la ligne de partage des eaux, mais vraiment de rentrer en dialogue avec le site qui leur était proposé, parce qu'à chaque fois, ça a été, on choisit un site et à partir du site, le directeur artistique a proposé un artiste qui lui semblait le plus adéquat pour venir dialoguer avec ce site. Mais par contre, effectivement, on les a toujours appuyés pour essayer de voir sur le territoire si on avait des entreprises qui étaient en capacité de répondre, de les accompagner à travers évidemment bien sûr des marchés sur la fabrication des œuvres. Oui, et d'ailleurs, en fait, le teaser que vous avez vu était là aussi pour illustrer à la fois le parcours en tant que tel, mais tout autant, je dirais, les entreprises qui ont travaillé, œuvré, que ce soit sur la pierre sèche, sur le bois pour l'œuvre du phare, le travail et les savoir-faire des entreprises. Absolument. Et par contre, il y a eu une vraie demande sur ce qu'on appelle, nous, les œuvres en filigrane, c'est-à-dire celles qui jalonnent l'ensemble du parcours, donc les mires de Gilles Clément, le mobilier artistique. C'était vraiment de travailler avec du bois local, et en particulier du bois de châtaignier. Donc, il y avait vraiment aussi cette idée de valoriser à travers des fabrications et un design complètement contemporain des ressources qui sont sur le territoire et qui donc de donner envie d'inspirer et de valoriser effectivement les entreprises qui les ont réalisées. Et par contre, il y avait la question sur la compétence, sur la prise de compétences. Oui, sur le fait de faire levier sur les compétences des EPCI, notamment environnement, mobilité, qui composent le PNR. Est-ce que ça fait bouger des lignes sur les politiques publiques des EPCI, ce projet ? Oui, alors des EPCI qui composent le parc, objectivement, non, ça a fait bouger les lignes sur un EPCI, parce que vous avez vu que pour l'essentiel, le parcours artistique, il est quand même sur une communauté de communes, qui est la communauté de communes Montagne d'Ardèche, qui est la communauté de communes la plus petite, paradoxalement en fait la plus petite en termes de nombre d'habitants et en termes d'ingénierie publique, et en même temps la plus grande d'un point de vue du territoire. Donc c'est une communauté de communes qui a beaucoup d'enjeux, ce qui est très complexe. Et effectivement, ça les a vraiment outillés sur différents aspects. Le premier, c'est le regard sur les paysages, qui ont derrière pu irriguer la réflexion sur les documents d'urbanisme, sur le plan paysage, notamment qu'ils étaient en train de travailler, sur leur capacité à gérer, animer, promouvoir des sites, et également sur la question de la ressource en eau dont ils se sont vraiment saisis. Dans ce calendrier-là, alors après, je dirais que ça
renforcer la question de la réflexion sur la protection des patrimoines naturels, notamment sur la prise en compte de ces patrimoines naturels dans les différents projets qu'ils peuvent avoir. Je dirais que ça y a contribué, que ça a été le moteur vraiment d'une réflexion. Oui, pour la question de la médiation et du développement touristique. Pour le reste, c'est un des éléments qui a contribué à la prise de conscience et à la montée en compétence des acteurs. Il faut dire aussi qu'on a été dans un calendrier, ce qui a pu amener d'ailleurs au fait qu'on l'évoquera tout à l'heure, qu'on n'atteigne pas tout. Petit problème de connexion du côté du parc naturel régional. Fait nos objectifs communs de la montagne en une seule. Et ça a été à la fois difficile de faire en sorte que ça puisse être un projet partagé, mais en même temps, ça a été notamment pour les 3 offices de tourisme du territoire et pour les différents acteurs directement salariés de la communauté de communes aussi. Ah, ça va être ennuyeux. Nicolas, vous avez des interruptions? Ouais. Nicolas, je me permets de vous interrompre. En fait, vous avez un problème de ligne Internet, ce qui fait que ça coupe beaucoup de votre côté. Du coup, ça a l'air d'aller là. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai été coupé, puisqu'on n'avait pas ce retour. Ok, écoutez, ce que je vous propose, c'est que du coup, on avance dans le séquençage de notre webinaire. Avant de passer à la séquence suivante, 2 petites questions très simples en fait. Une question sur la conservation des œuvres d'une part. Comment a été envisagée la question de la conservation des œuvres? C'est la première question. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom du directeur artistique? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai noté David Moinard. David Moinard, qui a une structure qui s'appelle Atelier Delta. Très bien. Donc, la conservation des œuvres, on passe. Oui, alors elle a été prise en compte dès le début, en fait. Il faut vraiment envisager la maintenance des œuvres, même presque avant leur construction. Nous, notre objectif au parc, c'est une durée de vie d'une dizaine d'années sur les œuvres, avec cette idée que on a un droit, enfin une obligation morale vis-à-vis des artistes de conserver les œuvres dans l'état où les artistes les ont créées. Voilà, bien sûr, avec toutes les nuances qui est qu'on est dans un espace public, dans un espace naturel, avec des contraintes météorologiques extrêmement fortes. Voilà. Étant donné cela, on a effectivement dès le début travaillé avec des matériaux quand même qui sont plutôt résistants et on a projeté, on va dire, les questions de maintenance. Alors c'est vrai que notre directeur artistique nous avait alerté dès le début sur l'importance de mettre de côté, on va dire, chaque année finalement si possible, une petite somme qui pourrait au bout de 5 ans où les questions de maintenance commence à être utilisée, alors ce qui n'est pas possible dans une structure publique comme la nôtre, mais en tout cas, ces questions de maintenance ont été posées, on va dire, dès le début. Alors nous, le parc, on est propriétaire de toutes ces œuvres, on est en charge de la maintenance, on a fait des conventions, parce que le parc, la particularité aussi, c'est qu'on n'a pas de territoire foncier. Donc, pour installer les œuvres, on a évidemment à chaque fois convaincu les propriétaires privés ou publics de l'intérêt d'avoir des œuvres et du public qui venaient. Et donc, dans le cadre de ces conventions, on s'engage à l'entretien des œuvres. Voilà. Donc, il y a aussi l'idée de poursuivre cela. Ça peut être du très simple, comme changer des lattes de bois de châtaignier, comme du plus compliqué. Par exemple, là, une des problématiques que nous avons, c'est que donc, le phare, vous avez vu le grand phare bleu de Gloria Friedman, il est dans un endroit qui est particulièrement exposé au vent et à la neige, et il va falloir qu'on le repeigne. Voilà, donc ce sont des questions un peu triviales, mais qui, dans des contextes où on est en altitude, loin de toute ville, des artisans, etc., posent toujours des difficultés un peu plus importantes. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de cela avant de lancer les projets. Il y a une question sur le GR7. Est-ce qu'il a été fermé cet été en raison de la sécheresse? Pas du tout, au contraire. Parce que vraiment, on part du principe, le GR7 sur le territoire du parc de Mont-d'Ardèche, on est vraiment en montagne entre 1002 et on grimpe même jusqu'à 1006. Donc on a eu la chance, nous en Ardèche, d'avoir pas mal d'orages pendant l'été au bon moment, ce qui fait qu'on est resté sur une végétation qui était quand même assez verte et qui a pas mal contribué à la fréquentation de la montagne. Il faut dire qu'on est vraiment sur des situations qui sont très différentes entre l'Ardèche méridionale, sur lesquelles il y a eu à la fois beaucoup de sécheresse et beaucoup d'incendies même, autour du bassin d'Aubenas, mais par contre sur le territoire de la montagne, au contraire, elle a plutôt profité d'une relative fraîcheur et d'un environnement assez vert du fait des orages.
Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a un sujet sur la sensibilisation des acteurs à la faune, la flore? Il y a une question de ce ordre-là. Alors oui, alors au niveau tout simplement des informations qui sont données, en fait, donc auprès de chaque œuvre, on a nous créé des cartels d'informations, et sur ces cartels, en fait, ils sont toujours faits de la même manière avec 3 informations: quel est le site avec ses particularités, quel est l'artiste et quelle est l'œuvre. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, on valorise vraiment les spécificités de site, que ce soit un patrimoine historique ou que ce soit, comme dans beaucoup de cas, des prés de fauche, de l'élevage, de la forêt, etc. Vraiment, c'est l'idée de montrer, comme ce que vous disiez au tout début là, sur Loire-Forez-Agglo, ces questions du paysage en fait, et du rôle et des interrelations qui existent avec l'homme. Sur notre site internet, on revient aussi énormément là-dessus, et en particulier, et après aussi, il y avait une question sur la manière de valoriser donc les entreprises, les artisans qui ont travaillé. Donc sur le site internet, on revient sur ça, on remet en avant ça. Sur les catalogues, sur les guides, enfin il y a vraiment cette idée qu'on ne vient pas voir des œuvres dans un musée, on vient les voir sur un territoire, et la partie territoire est tout aussi presque importante que les œuvres elles-mêmes. Voilà, et c'est des choses sur lesquelles on revient énormément dans les projets scolaires et dans toute la programmation que l'on organise pour le grand public. Et si vous voulez, on peut passer au deuxième document. En parlant des scolaires, c'est ce que j'allais vous proposer, Léonore, en essayant de tenir un timing un peu plus. Il est déjà 14h30. Oui. Donc, je vais faire rapide. On va rapide. essayer de faire ça sur une petite 15 minutes pour privilégier l'échange. N'hésitez pas à poster vos questions au fur et à mesure, vos réactions dans le chat, et du coup, on pourra les prendre en compte. Je laisse la parole, Léonore. Alors, je recommence à essayer de mettre mon diaporama en mode lecture, comme vous m'avez dit. Voilà. Alors, donc, on disait, j'ai construit ça en 2 parties. Juste se dire qu'à chaque fois, donc, on a choisi un site. À partir du site, le directeur artistique a proposé un artiste, et que sur chaque site, on a créé un groupe d'habitants, de gens intéressés. Donc, au moment où on n'avait même pas à peine le nom de l'artiste qui avait été choisi, pas d'esquisse, rien du tout, et des sites, quand c'est à la charte de bonne foi, bon, on savait que c'était autour de la façade, mais des sites qui étaient parfois des sites naturels sur lesquels on ne savait pas exactement à quel endroit l'artiste allait imaginer créer une œuvre. On a créé des groupes habitants aussi vraiment avec l'idée que ceux-ci puissent nous dire, bah, attention, sur ce site-là, il y a ces usages-là, attention, il y a ça, oui, mais comment, enfin, partager les inquiétudes, les envies, etc. Et eux-mêmes se faire le relais auprès du reste de la population. À chaque fois, je vous le disais, on est sur du foncier qui ne nous appartient pas et qui est régi évidemment par des règles qui sont les mêmes pour tous les acteurs. Donc, selon les projets, on a déposé des dossiers de demande préalable, de construction auprès des monuments historiques, d'incidence Natura 2000, etc. Donc, à chaque fois, toutes les démarches administratives ont été faites. Et puis, donc je disais, selon les propriétaires, il y a aussi évidemment des réunions de présentation du projet, de concertation et d'envie en fait de faire ensemble et d'accueillir ensemble ces œuvres, et pourquoi dans ces lieux-là, et comment ensuite ça pouvait effectivement être promu auprès des habitants. Donc, je voulais juste très rapidement revenir, on a parlé de filière, on a parlé de savoir-faire, on va dire, et d'artisanat. Nous, une des autres filières très importante sur le territoire du parc des Monts d'Ardèche, c'est la pierre sèche. La pierre sèche parce qu'elle est à la fois présente, alors c'est de la pierre en plus sur la montagne, on est sur de la pierre géologique, celle du mont Gerbier-de-Jon, ce qu'on appelle la phonolite. Elle est extrêmement présente dans le paysage de la montagne, à la fois sur les murs, les calades, ce qu'on appelle les failles, les terrasses, et dans l'architecture vernaculaire. Et donc, quand Gilles Clément a décidé à imaginer un œuvre qu'il appelle la tour à eau, il a tout de suite au repérage, Nicolas disait, quand on a invité les artistes, en fait, on n'a jamais eu de résidence vraiment d'artistes sur un très long cours, mais par contre, on les a fait venir sur plusieurs jours et on leur a montré le territoire, montré différentes choses pour qu'ils s'inspirent et que ça leur donne des envies. Donc, Gilles Clément a décidé de travailler la pierre sèche, donc la phonolite, et donc avec cette technique très particulière de la pierre sèche que le parc par ailleurs valorise énormément auprès de formation, auprès des professionnels, etc. Donc il y a eu vraiment ce travail, on va dire, de filière et de valorisation de la filière qui a été faite. Ça, c'était juste rapidement. Si vous avez des questions, après, j'y répondrai. Deuxième entrée, la question est partenaire, dynamique locale et habitants. Alors là, je voulais vous parler d'un projet qui est en cours. Donc, quand on est sur un projet en cours,
on a toujours des doutes sur le fait qu'il aboutisse. Donc, c'est un projet qui, si tout se passe bien, sera réalisé donc, à l'été 2023. C'est une invitation qui a été faite à un artiste brésilien qui vit en Angleterre qui s'appelle Henrique Oliveira. Il est déjà venu en repérage l'automne dernier et donc là, en ce moment, on travaille en fait sur la faisabilité technique de son œuvre. On est sur un site qui est donc le long toujours de cette ligne de partage des eaux, le long de ce GR7 et qui est en bordure d'une tourbière qui s'appelle la verrerie parce que sur cet endroit, il y a eu pendant très très longtemps une usine de fabrication de verre. Donc on est sur un site à la fois une ambiance que l'on n'a pas sur les autres sites, une découverte d'un site naturel protégé extraordinaire, toutes les questions de préservation de l'eau qui est évidemment à l'œuvre ici, un partenariat très riche parce qu'il y a de nombreux partenaires, on va dire, actifs sur le secteur et en particulier le terrain sur lequel on installerait cette œuvre appartient au Conservatoire des espaces naturels. Donc vraiment l'idée, si on installe une œuvre sur un site pareil, c'est de travailler en concertation tous ensemble pour justement expliquer, présenter au public l'œuvre, mais qui a un regard porté sur un territoire avec une histoire particulière, avec des enjeux de préservation, de conservation très importants. Voilà. Il se fait que ce projet-là, il a été lancé grâce en plus à un partenariat aussi dont on est extrêmement heureux, qui est un mécénat en fait, porté par la Chambre des notaires de l'Ardèche, qui a accompagné le partage des eaux depuis le début et qui a décidé de s'investir sur la création d'une œuvre, depuis le début avec le choix de l'artiste jusqu'au suivi de l'œuvre. Voilà. Et on est sur un projet qui a débuté grosso modo avec le Covid, donc qui a été extrêmement rallongé, mais le fait justement d'avoir une durée, on va dire, assez longue, puisque finalement, la première partie du projet, elle a été, on a commencé à y travailler vraiment en 2015, elle a ouvert en 2017, ouvrir 6 œuvres et un certain nombre de dispositifs paysagers, la signalétique, la com, etc. en 2 ans, c'était une vraie gageure. Beaucoup de gens pensaient qu'on n'allait pas forcément y arriver. Là, on est sur une œuvre où on s'est donné presque 3 ans pour la réaliser, ce qui nous a permis justement de faire un travail beaucoup plus fin avec les communautés de communes qui sont en jeu ici. On est sur une autre communauté de communes qui est Sources et Volcans, avec lesquelles on n'avait pas forcément travaillé sur ces enjeux-là, avec les habitants des villages alentours. Et donc, on a commencé à mettre en place des programmations pour faire découvrir le site avant l'arrivée de l'œuvre. Et là, on a posé un projet donc, dans le cadre de cette fameuse convention d'éducation artistique et culturelle donc, portée par la communauté de communes, un projet qui va commencer, on va dire, cet hiver, là, en décembre, qui touche à la fois les habitants, des scolaires de l'école du village, de la commune sur lequel est ce site, du collège de la commune à côté, pour justement travailler avec eux sur l'arrivée de cette future œuvre, la démarche de l'artiste, la compréhension d'un site naturel avec des enjeux spécifiques, l'histoire du verre sur le site, etc. Voilà. Et ça, ce sont effectivement des dispositifs, les conventions EAC, qui permettent de travailler sur un temps long et avec une pléthore d'acteurs et d'intervenants et de publics qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc ça, juste pour dire, là, on essaye justement dans la version économique, dans l'idée économique aussi de ce projet, qui a été à la fois de faire repartir une grande partie donc des coûts de production des œuvres sur des artisans et des entreprises locales. Les guides qu'on a formés, on les utilise systématiquement, ce sont nos relais privilégiés dans tout ce qui est intervention, programmation, visite guidée, etc. avec les publics et intervention auprès des scolaires. Ça, c'est par exemple l'affiche de la programmation de cette année, de 2022, donc avec à la fois des visites commentées, des résidences d'artistes qui ne sont pas ceux qui ont créé les œuvres, mais d'autres artistes qui viennent porter 2 regards avec des programmations et des pratiques qui peuvent être beaucoup plus éphémères et voilà, tout un jeu, on va dire, de différents projets qui sont à chaque fois imaginés, en tout cas le plus possible, pareil avec les partenaires locaux, avec cette idée de faire remonter en fait les envies du territoire. Et puis évidemment tout un programme donc en dehors des conventions EAC, le parc depuis 2001, une de ses grandes missions, on a dit, c'était l'éducation. Donc on a un programme, une offre pour les publics scolaires en particulier et les centres de loisirs qui est extrêmement qui est assez étoffé et qui croise donc depuis que l'on travaille sur le partage des eaux, en particulier ces entrées environnement et art avec
Voilà, un certain nombre de dispositifs et d'ateliers, on va dire, qui sont créés, qui ont été développés spécifiquement pour découvrir des œuvres du partage des eaux et faire ce lien avec le paysage, mais aussi avec des entrées naturelles, etc. On a aussi, ça c'est quelque chose qu'on a développé en parallèle, alors pas seulement sur le partage des eaux, mais sur lequel on s'est beaucoup appuyé. C'est une offre spécifique pour justement des publics qui n'étaient pas les publics que l'on touchait le plus dans la programmation dans tous les domaines que propose le parc, c'est-à-dire aller chercher des publics qui ont toutes sortes de handicaps et en insertion sociale, avec des ateliers qui ont été imaginés spécifiquement pour eux, et en particulier ce qu'on appelle les bivouacs, c'est-à-dire l'idée de s'immerger sur la montagne, donc avec une nuit et 2 jours, découverte de la randonnée, accompagnée par des ânes, avec des pauses, on va dire, de lecture du paysage, de découverte de la biodiversité, de pique-nique avec des produits locaux et de découverte d'œuvres. Voilà, vraiment cette idée aussi qui est de s'immerger dans des territoires, dans des lieux, dans la nature. On est un territoire rural, mais avec quand même un certain nombre de populations qui sont dans des villages ou petites moyennes villes et qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller en pleine nature. Et puis, tout un réseau qui a été imaginé aussi. L'idée, c'est de se dire, le parc porte ce grand parcours artistique. L'idée, c'est de ne pas, évidemment, venir oublier, on va dire, les acteurs et en particulier les lieux d'art qui existent sur le territoire et qui ont commencé leur activité bien avant le partage des eaux. Donc, on a aussi travaillé un réseau qu'on appelle les échappées, qui sont sur l'ensemble du territoire du parc, mais même aux abords, avec l'idée là aussi à la fois de faire connaître au public de ces différents lieux les autres lieux, parce qu'on est dans un territoire extrêmement encaissé avec 30 km, c'est 30 minutes, voilà, donc avec des publics, on va dire, qui sont centrés en général autour d'un lieu et autour d'un bassin de vie et autour d'un lieu culturel, donc de créer des programmations croisées et de donner envie à la fois depuis la ligne de partage des eaux, donc en particulier les touristes, les visiteurs, de les faire redescendre sur ces lieux-là, et inversement. Vraiment l'idée d'inciter à la circulation sur le territoire par la curiosité artistique. En particulier, alors un des lieux sur lequel le parc travaille le plus, c'est la ferme de Bourlatier, qui est située entre le Gerbier de Jonc et l'œuvre de la Tour à Eau, en plein sur le partage des eaux, un lieu qui est géré par un de nos partenaires, qui est le syndicat mixte de la Montagne ardéchoise, qui est donc une ferme magnifique du XVIIe siècle, voilà, avec ce fameux toit en lauze de phonolite, et dans lequel, depuis 2017, on imagine ensemble des expositions d'art contemporain, en invitant souvent des collections, en particulier les fonds régionaux d'art contemporain de l'ensemble Auvergne-Rhône-Alpes et aux alentours, et de créer des expositions qui, toujours là encore, s'intéressent à des sujets, on va dire, qui traversent la société. En particulier, on a interrogé ces dernières années la question de la terre, du rapport à la terre, du rapport à l'eau, et cette année, nos relations aux êtres vivants. Voilà, grosso modo, pour aller très vite, quelques liens, on va dire, qui ont été tissés autour de ce partage des idées. Merci beaucoup, Éléonore. Navré de vous avoir pressé comme ça, du coup, parce que c'est presque frustrant, vous voyez, à tel point qu'on a beaucoup de questions, en tout cas dans le chat, donc c'est comme ça qu'il faut faire au final. Voilà, une première question de Catherine Angenieux. Quels sont les freins majeurs que vous avez rencontrés auprès des habitants pour la mise en œuvre de parcours, en dehors bien sûr des questions d'accès aux propriétés privées? Première question, on va les prendre comme ça évite de faire. Oui, ça sera plus facile, oui. Alors, des questions, on a eu des questionnements, en particulier, donc pour le coup, l'idée, c'est vraiment, on est à la fois sur un projet d'élan de territoire et une offre touristique, donc avec en ligne de mire, évidemment, les touristes, les visiteurs, mais aussi les habitants qui sont plus proches, et ce qu'on a beaucoup, c'est des résidents secondaires, qui sont donc des habitants, mais en partie de l'année. Peut-être une des questions ou un des éléments qui est effectivement le plus inquiétant pour un certain nombre d'habitants, c'est de transformer un site qu'ils connaissent, qu'ils fréquentent, qui est à proximité et que souvent ils se sont appropriés. Voilà, c'est l'idée de changer en fait souvent. Ça, c'est quelque chose qui est revenu à peu près sur tous les sites. Franchement, des freins majeurs, en réalité, on en a eu vraiment très peu vis-à-vis des habitants, parce que comme Éléonore l'évoquait, déjà des habitants
de manière très claire, il y en a relativement peu. Il y en a peu à proximité immédiate des œuvres. Et pratiquement 80% des habitants de la montagne d'Ardèche ont une relation de près ou de loin directe avec l'activité touristique. Donc, parce qu'ils ont tous des chambres d'hôtes, des gîtes, un cousin qui travaille à l'hôtel, au camping, etc. Donc, je dirais, on n'a pas eu grand-chose à faire pour les convaincre de manière globale. D'autant plus, et ça peut-être tu l'as pas assez souligné, c'est que les œuvres, comme vous les avez vues, on est sur des œuvres qui sont assez consensuelles. Rien n'est là pour choquer et au contraire, on est là plutôt pour souligner, valoriser, enrichir des sites que les habitants aimaient. Donc, je dirais que ça a été assez facile quand même de les convaincre du bienfait d'arriver avec cette œuvre. Et je pense aussi ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on leur a donné le sentiment que c'était aussi leur œuvre, puisqu'ils ont été consultés au départ et ils ont pu participer aux discussions avec les artistes. Donc, je dirais que ça a été assez simple. Assez simple, il y a toujours des difficultés, mais puis on a eu une expérience sur laquelle ça s'est un peu moins bien passé. Mais de manière générale, c'était assez simple. La difficulté, c'était beaucoup plus en fait avec les élus locaux, je dirais, sur lesquels il a fallu être assez habile dans les discussions pour leur garantir à la fois qu'on n'allait pas travestir l'identité de la montagne et qu'en même temps, ils avaient beaucoup plus à gagner là-dedans qu'à perdre et que finalement, le pari n'était pas si risqué. Il y a eu quelques réticences de départ, mais finalement, assez facilement, on a réussi à les embarquer. Et si on y a réussi, c'est parce qu'on a fait énormément de réunions publiques, de temps de consultation, de formations parfois assez poussées sur les questions d'art contemporain, de pourquoi on intervient dans la nature, etc. Et que tous ces enjeux, on les a travaillés assez largement avant l'installation des œuvres. Ce qui fait qu'il n'y a pas un endroit, un lieu sur lequel une œuvre a été installée sans qu'on ait, on va dire, balayé, labouré et travaillé le terrain au préalable. Mais j'imagine que vous n'y seriez pas allé s'il y avait vraiment eu des freins majeurs. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'il y a un site sur lequel on avait une œuvre qu'en plus, personnellement, qui me plaisait beaucoup, et on s'est heurté effectivement à des difficultés de conflit d'usage avec des agriculteurs notamment. On a senti que les élus locaux n'étaient pas forcément en soutien très fort, et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se dire qu'il faut trouver un autre lieu plus pertinent sur lequel le projet serait plus accepté. J'enchaîne du coup avec 3 questions pour faire un petit package qui se regroupe en gros. Qui programme les artistes, les actions liées aux œuvres, le travail qu'ils menaient avec les acteurs culturels locaux? Vous avez déjà un peu répondu, mais peut-être qu'on peut préciser rapidement. Est-ce qu'il y a besoin d'autorisation spéciale pour toucher au patrimoine bâti existant? Et avez-vous déjà eu des problèmes de dégradation volontaire des œuvres? Voilà. Ok. Donc peut-être sur le premier, donc ce que je vous ai dit, c'est que le choix des artistes qui ont créé les grandes œuvres, donc ça s'est fait en concertation avec notre directeur artistique, voilà, qui nous a fait des propositions. Ensuite, sur tout ce qui est la programmation, c'est le parc qui a la main, donc on a un service culturel, c'est-à-dire que voilà, on imagine en fait ce que nous semble intéressant en s'appuyant effectivement sur nos homologues et nos partenaires, à la fois sur les communes, la communauté de communes, et puis aussi sur le réseau des acteurs culturels du territoire, que ce soit les arts visuels, mais aussi la musique. On a de la chance sur le parc d'avoir aussi des structures très à la pointe sur donc la musique contemporaine, sur la danse. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer aussi pour inviter ensemble et travailler à une programmation commune qui vient parfois s'inscrire, par exemple, dans un festival local, etc. Voilà, le plus on programme ensemble, le plus on a de succès, on va dire. Sachant que la problématique aussi qu'on a, c'est qu'on est donc sur la montagne ardéchoise, je vous le disais, donc avec une population qui n'est pas très importante, mais surtout qui est très en travail sur les saisons touristiques. De printemps à l'automne, la plupart sont effectivement dans des gîtes, dans des hébergements, dans la restauration, dans les champs, et donc ont une activité très forte, et donc pas forcément non plus de temps eux-mêmes pour aller voir des événements. Donc on essaye aussi de jongler avec différents publics, et on est à distance de nos grands bassins de vie que sont Aubenas et Privas. On est quand même à 1 heure et demie. Et grand bassin de vie, c'est relatif à l'échelle de l'Ardèche. Oui, c'est 10 000 habitants. Voilà. Donc voilà, on travaille avec tout ça, mais pour être tout à fait clair, ça fait donc 5 ans qu'on a une programmation culturelle, qu'on imagine des choses, on la retravaille, on la repose, on la re-questionne tous les ans pour se dire, bah oui, ça a marché, ça ne l'a pas, pourquoi, etc. Et voilà, c'est un travail toujours en cours.
Et du coup, il y a besoin d'autorisation spéciale pour toucher Alors, patrimoine bâti? Bien sûr, bien sûr. Donc, je disais la Chartreuse de Bonnefoy, on n'était pas sur un site classé, mais on était sur un secteur classé naturel. Donc, il fallait faire des demandes d'autorisation auprès de la DREAL. Sur l'abbaye de Mazan, vous avez vu l'œuvre extraordinaire de Felice Varini avec les cercles dorés. On est sur un monument historique. Donc, on a eu tous les échanges et on a fait des demandes, évidemment, auprès de la DRAC. Donc, à chaque fois, oui. Et puis, même sur du petit bâti, il y a des règles, en fait, extrêmement précises d'urbanisme selon les secteurs, selon les dimensions, selon les emprises au sol. Donc ça, c'est très, très important, effectivement, d'y faire attention avant de commencer à lancer la fabrication. Je vous disais juste un peu techniquement, la fabrication d'une œuvre, pour nous, c'est un repérage d'artiste qui fait une esquisse, il fait une proposition. À partir de cette proposition, on a toute une période de pré-production, en fait, où on va vérifier la faisabilité technique, financière, du projet. Et ça veut dire être sûr que le propriétaire du lieu, il est d'accord, que les autorisations, toutes les questions administratives et de formalité qui n'en sont pas, sont OK, et de vérifier que, effectivement, techniquement, il n'y a pas de difficultés, etc. Et ensuite, à partir de là, on lance la production. Voilà. Et cette phase, elle peut être très importante et très longue s'il y a plein d'enjeux qui se croisent. C'est peut-être pour ajouter, parce qu'elle ne l'a pas souligné, mais dans la méthode, quand on a décidé finalement de se lancer dans l'aventure du parcours artistique, le partage des eaux, je dirais la première opération, ça a été de recruter une chargée de production artistique en considérant qu'on avait bien besoin de quelqu'un qui soit l'assemblier entre le lien entre les artistes, les services administratifs, etc. Et en sachant qu'on a la chance au parc, en étant une structure transversale, de pouvoir s'appuyer sur les collègues qui peuvent nous accompagner sur les questions vraiment de lien aux problématiques environnementales, sur les questions urbanistiques, etc. Mais qu'à un moment donné, pour rentrer en phase de concrétisation de ces projets-là, il a bien fallu recruter et avoir une personne dédiée sur la production artistique. Et bien, du coup, justement, une question sur combien de TP qui travaillent au suivi, au dépendant du projet, du coup, aujourd'hui, et le budget global du projet. Alors, au niveau de temps de travail UTP, c'est assez complexe parce que moi, j'ai été recrutée à temps plein sur la fabrication de la première phase du parcours, c'est-à-dire 2015-2017. Là, j'étais à temps plein et une autre chargée de la culture avec moi était à mi-temps dessus pour tout, en particulier toute la question des relations avec les élus, le suivi des demandes de subventions, toutes ces questions-là. Ensuite, ce que je dis, c'est que dès le début, le projet, en fait, à sa conception, a été pensé comme un projet transversal. Et ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont été gérées. Donc, Nicolas, au niveau du tourisme, de toute cette réflexion et puis de la conception ensuite d'outils. On a un collègue en charge de la randonnée, la charge de communication, un collègue en charge de la forêt qui a géré et vraiment accompagné toute la question de la fabrication des mobiliers. Donc, à un moment, on va dire, au moment du gros de la création du parcours, on était au moins une dizaine d'agents. Je dirais après l'équivalent de 3 ETP. Après, c'était très lourd et on avait un temps, une durée. En fait, c'était un peu la particularité de ce projet. On avait des caducités en fait dans nos subventions qui faisaient qu'on avait 2 ans pour mener à bien toute cette partie-là. Depuis, on est sur un régime, on va dire, beaucoup plus calme puisqu'on a eu création de 2 œuvres, qu'on a toute une programmation et qu'on a tout un programme de médiation. Moi, maintenant, je suis à 70% et j'ai une collègue en charge de la culture, donc qui est aussi peut-être à mi-temps, on va dire, dessus. Donc, vous voyez, on est sur un ETP à peu près, sur le partage des eaux. Mais là encore, avec la possibilité, et ça, c'est vraiment une des richesses du fait de porter ce projet au sein d'un parc, d'aller solliciter des collègues sur des sujets extrêmement précis. J'ai des collègues sur la biodiversité qui sont en gestion de sites Natura 2000 ENS qui vont nous aider à travailler sur les questions d'incidence sur d'autres sites, même si ce n'est pas eux qui en ont la gestion. Voilà, on a aussi cette possibilité d'aller chercher des compétences au sein de notre équipe. Mais clairement, on considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez pour tenir les objectifs qu'on avait affichés au départ. Voilà. Donc, notre enjeu, c'est d'arriver à mobiliser en externe aussi et auprès de nos partenaires publics et privés des moyens supplémentaires pour monter en puissance et pour essayer de retrouver des niveaux d'ingénierie qu'on avait au départ. Et sur le point de vue, du coup, vous ne l'avez pas évoqué, est-ce que vous avez un budget pour annoncer pour la ligne de partage des eaux? Alors, on va dire qu'on a eu un audit de la Cour des comptes, donc on a un budget très précis sur le début du projet jusqu'à 2020, on a un budget de 1,8 million. Alors, quand je dis que c'est
tout, puisque vous avez vu, on avait le chemin de randonnée, certains aménagements, de la signalétique, enfin ça va très très loin dans l'ampleur du projet, mais quand même un très beau budget. Il faut se dire que les réalisations des œuvres, grosso modo, enfin selon les œuvres, c'est environ 100-120 000 euros. Par œuvre, voilà. On est en extérieur, il faut multiplier par 10 tous les budgets d'œuvres si on veut avoir des choses qui tiennent dans le temps, et puis en fonction de la monumentalité qu'on veut leur donner. Ça, c'est des questions qui sont des vrais choix. Et ensuite, on a, nous, ensuite sur la programmation maintenant et sur la médiation culturelle, on a des budgets qui sont beaucoup plus, on va dire, légers, modestes, exactement. Et je crois quand on a une programmation d'avoir environ 20 000 euros, entre 10 et 20 000 euros de programmation et projets de médiation par an qu'on porte nous, d'où l'importance aussi de s'appuyer sur nos partenaires, sur les conventions EAC et sur un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place par le département, par la région, pour les collégiens et les lycéens, etc. Mais c'est vrai que ce que disait aussi Nicolas, c'est que ce travail de fond qui s'est développé sur de nombreuses années, en fait, on le porte aussi vraiment main dans la main avec un certain nombre de partenaires locaux, en particulier la communauté de communes, le syndicat mixte, les communes, etc. Et ça, on vient vraiment s'appuyer. Là, il y a des choses qui nous font avancer plus vite aussi. Très bien. Écoutez, je vais être obligé de laisser de côté les 2-3 questions dont certaines ont déjà été traitées dans le déroulé de votre intervention de côté. Je m'en excuse pour tous ceux qui l'avaient posées. Merci beaucoup, Éléonore. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation exhaustive, dynamique et inspirante, en tout cas. Peut-être, Cédric, je veux bien répondre quand même à la toute dernière question sur la question de la dégradation volontaire des œuvres. Pour dire qu'on n'a eu depuis 5 ans, aucune dégradation volontaire des œuvres, alors qu'on peut en avoir sur d'autres sujets, sur d'autres sites, et que pour nous, c'est quand même vraiment notre résultat peut-être le plus satisfaisant, parce que ça témoigne vraiment d'une appropriation très très forte de la part des habitants sur lesquels on n'a vraiment eu aucun souci, donc on en est vraiment hyper fiers. Effectivement. Merci pour cette précision, Nicolas. Je vais me retourner du coup vers Catherine et du coup vers Émilie. Qui veut commencer? Qu'est-ce que ça vous inspire chacune pour vos territoires et pour le projet en cours de structuration du projet culturel de territoire, cette intervention de Nicolas et d'Éléonore? Catherine? Oui. Alors moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est finalement que le parcours artistique peut contribuer au développement territorial. C'est peut-être un point de départ, même si, vous l'avez dit Nicolas, ça contribue. Parfois, il y a vraiment des effets immédiats. Et puis, parfois, c'est simplement un contributeur, mais il n'empêche que l'impact sur les filières dont vous avez parlé, sur le tourisme également, et puis le travail que vous avez avec la biodive, voilà, sur ces questions-là d'environnement aussi, je trouve ça extrêmement intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont finalement les habitants vont venir se réapproprier leur paysage. On sent bien en creux dans ce que vous avez dit qu'il y a un attachement très fort des habitants à leur paysage, qu'il y avait peut-être à un moment donné ici ou là des attentions particulières à avoir sur cet aspect-là. Un paysage, c'est aussi un symbole assez fort en fait de ce qui constitue aussi l'identité des habitants d'un territoire. Et puis enfin, finalement, on se rend compte que dans les modalités de travail que vous pouvez activer, vous, à l'échelle des PNR, on sent bien qu'on est sur des choses extrêmement croisées. Quand vous nous avez dit que vous alliez rechercher de la compétence en interne, que vous aviez les compétences en interne, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un objet uniquement culturel, il ne s'agit pas d'une ingénierie culturelle, mais bien d'une ingénierie, au fond, partagée à l'échelle de votre organisation. Voilà, donc ça, c'est aussi peut-être assez exemplaire et en tous les cas, c'est dans notre PCI des choses qu'on souhaiterait mettre en place sur ce type de modalité de travail. Merci Catherine pour cette réaction. Je laisse la parole du coup à Émilie. Oui, en complément à ce que vous avez dit, déjà merci Éléonore et Nicolas parce que c'est vraiment très inspirant et puis ça nous fait du bien aussi d'aller voir un petit peu, lever le nez, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de voir que les choses dont on rêve parfois un peu sont finalement de l'ordre du possible. Moi, ce que je retiens malgré tout, c'est cette notion d'harmonie, ce mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, l'harmonie avec
avec le site, entre l'œuvre et le site, avec la biodiversité, entre l'œuvre, le contexte paysager, l'histoire du site aussi, voilà, vraiment d'avoir quelque chose qui est ancré sur le territoire, l'harmonie avec le territoire, avec les entreprises, avec les artisans, avec les habitants. Donc, c'est aussi l'harmonie d'une œuvre avec les gens qui habitent ce territoire et puis les gens qui vont venir le visiter. Donc, ça, c'est vraiment aussi une notion très, très importante et qui fait écho aussi à ce qu'on aimerait porter sur notre territoire. Je retiens aussi toute cette question d'anticipation, de maturation du projet. Voilà, nous, on est dans ces phases un peu très en amont de diagnostic où il y a beaucoup d'envie qui s'élèvent et voilà, ce temps qui est nécessaire au montage du projet, avec tout ce qui doit être pris en compte bien en amont, la conservation des œuvres, avec ce sentiment finalement, vous avez toujours un petit peu un coup d'avance sur ce qui pourrait se passer, sur ce que vous allez faire les années d'après, qui sont essentielles pour qu'un projet comme ça fonctionne. Et puis, la notion aussi du calendrier, voilà, d'avoir le bon temps pour ce type de projet. Donc, nous, c'est toutes des choses sur lesquelles on va continuer de travailler. Et voilà, en tout cas, ça nous donne envie de continuer. Et puis, ce sentiment avec les résultats aussi que vous en avez, que finalement, sur ces territoires comme ça, sur ces questions paysagères, on n'est pas complètement à côté et que ça résonne, je pense, sur beaucoup de territoires et ça nous donne envie. Donc, merci. Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que maintenant que vous avez montré en image, si vous avez envie de venir faire un petit voyage d'études chez nous, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Avec plaisir. Message reçu. Avec plaisir, oui. Ouais, merci. Un grand merci, Éléonore, un grand merci, Nicolas, un grand merci à chacune et à chacun d'avoir été à nos côtés cet après-midi. Merci à Catherine, merci à Émilie. Bonne fin d'après-midi. On vous envoie les supports qui ont été présentés. Si Éléonore et Nicolas sont bien d'accord avec ça, l'ensemble des inscrits. Et on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires du Lucas qui sont en cours de programmation. Restez connectés. À très bientôt. Merci et au revoir. Au revoir. Merci.